Ramadan Karim, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons aujourd'hui les axes suivants. La menace iranienne dans le monde et les pratiques d'un État voyou, la campagne présidentielle américaine et le début du face-à-face Biden-Trump, et la communauté marocaine aux États-Unis qui vit un Ramadan riche en traditions. L'Iran persiste dans ses actions hostiles à l'écart des intérêts vitaux des États-Unis. Autrefois dissimulées derrière un réseau de proxy, ces activités ne sont plus masquées. Le régime de Téhéran choisit de les exposer au monde entier. Ces actions s'étendent même à une récente alliance avec le régime algérien, comme en témoigne le sommet ayant réuni le président iranien avec son homologue algérien. Selon le communiqué final, ce sommet a débouché sur un consensus en faveur du soutien au mouvement séparatiste du Front Polisario. Lors d'un sommet bipartite organisé à Washington, D.C., l'ancien secrétaire d'État de l'administration Trump, Mike Pompeo, a vivement critiqué la répression intérieure du régime iranien ainsi que les attentats terroristes à l'échelle mondiale. Mike Pompeo a décrit la façade trompeuse entretenue par Téhéran, mettant en lumière le fait que malgré les manifestations qui secouent le pays depuis 2017, le régime continue de projeter une illusion de stabilité. Il a souligné que le programme du régime vise à exercer une domination en suscitant la peur parmi tous les États de la région, que ce soit Israël et tous les pays arabes du Golfe. Mike Pompeo, qui a conclu en disant « Notre aspiration collective est diamétralement opposée à cela et nous triompherons ». Les États-Unis et le Royaume-Uni ont conjointement imposé des sanctions à un réseau de personnes ayant pris pour cible les activités de l'opposition iranienne, orchestrant leur assassinat sur ordre de Téhéran. Ces sanctions interviennent dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Les autorités américaines et britanniques ont accusé les groupes soutenus par l'Iran d'avoir mené une attaque de drone en Jordanie, près de la frontière avec la Syrie, entraînant la mort de 3 militaires américains. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau le docteur Majid Sadegpour, militant des droits de l'homme et directeur politique de l'Organisation des communautés irano-américaines. Il a passé son enfance en Iran, où il a été témoin des brutalités infligées par le régime de Téhéran. Sa famille a été victime de persécutions, son frère ayant été exécuté. Depuis, Sadegpour a fui l'Iran et s'est engagé activement dans la lutte contre le gouvernement en place. Et via Zoom, depuis Washington, D.C., nous accueillons la docteure Ramash Seferhard, une éminente auteure et chercheuse américaine d'origine iranienne spécialisée dans les études sur le Moyen-Orient à la School of Public and International Affairs de l'Université de Baltimore. Elle préside l'organe consultatif du Conseil national irano-américain et occupe également un poste de professeure adjointe à l'Université George Mason. Et comme à l'accoutumée avec nous, le chroniqueur de l'émission George Landry, président de Frontiers of Freedom, un groupe de réflexion conservateur axé sur les politiques publiques émanant de la vision de l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Bienvenue à vous, messieurs. Je vous propose tout d'abord de suivre l'exposé de notre correspondante Jehan Mansour. À Washington, la capitale américaine, les hommes politiques américains se trouvent en désaccord sur une multitude de sujets, à l'exception notable de leur opinion unanime sur l'Iran et la menace qu'il représente pour les intérêts stratégiques des États-Unis. Après des décennies de préoccupations concernant le dossier nucléaire et alors qu'une solution finale semblait être à portée de main, Téhéran réapparaît, dévoilant son véritable visage. Ce qui autrefois a été qualifié d'armement iranien dans la région est désormais représenté par des brigades et des équipes militaires entraînées et armées,
prête à défendre les intérêts iraniens, même au détriment de leurs voisins arabes, proches ou lointains. Le régime des mollahs est convaincu que tous les chemins mènent à un intérêt quelconque. Et bien qu'il affiche ouvertement son hostilité envers les États-Unis, il déploie tous les moyens pour entraver les intérêts des alliés de Washington, en exploitant les tensions dans chaque pays arabe. وعلى غرار اللعب على حبل الصراعات الإقليمية في كل دولة عربية على حدة لا تفوت طهران أي فرصة. Téhéran exploite sans relâche la question d'Al-Quds et de la Palestine pour mobiliser et inciter bien que ses actions ne correspondent pas à ses discours. Contrairement à l'engagement de Téhéran, c'est sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI que l'aide humanitaire parvient à Gaza, tandis que l'Iran exploite la souffrance des civils à des fins médiatiques. Selon certains observateurs, la volonté de l'Iran d'étendre son influence jusqu'aux côtes atlantiques et de menacer les intérêts de Washington reflète l'hostilité de l'Algérie envers les intérêts du Royaume du Maroc et son intégrité territoriale. Cette situation révélée par la précipitation du régime algérien et sa quête de gains politiques au détriment de la stabilité régionale met en péril les peuples de la région ainsi que leur avenir. على حساب مصالح وأمن واستقرار شعوب المنطقة ومستقبلها. Jihan Mansour, en direct de la Maison Blanche pour Média TV, Washington. Je vous remercie, Jehan. Permettez-moi de commencer avec vous, Georges. Face à la fermeté de Mike Pompeo, qui qualifie sans équivoque le régime iranien de menace mondiale, que ce soit pour Israël, en mer Rouge et dans toute cette région proche-orientale, à travers ses proxys, comment analysez-vous l'approche de l'administration Biden qui semble plus mesurée? Donald Trump était beaucoup plus direct dans sa politique à l'égard de l'Iran, notamment en se retirant de l'accord nucléaire, en éliminant Soleimani. Il avait une approche beaucoup plus frontale, alors que Joe Biden semble encore privilégier la diplomatie. Écoutez, cette situation est assez intéressante. Biden a levé les sanctions contre le régime, lui donnant littéralement accès à des milliards de dollars qu'il n'utilise pas pour améliorer la vie de ses citoyens. Il l'utilise pour financer la mort, la destruction et le chaos partout dans le monde, devenant ainsi le principal responsable des pertes parmi les Arabes et les musulmans à l'échelle mondiale. Je trouve cela simplement tragique. En tant qu'Américain, je m'y oppose fermement. Nous avons de nombreux amis et alliés au Moyen-Orient. Je ne veux pas qu'ils soient victimes des mollahs en Iran. C'est tout simplement inacceptable. Je ne comprends pas cette approche. Pour moi, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la faiblesse pure. Cela revient essentiellement à dire « Je vais émettre de temps à autre une déclaration modérée, mais je vais m'assurer que vous avez de l'argent dans vos poches et que je ne vous gênerai pas dans vos efforts pour semer le chaos à travers le monde. » Je me demande pourquoi. C'est tout simplement absurde. C'est mon avis en tout cas. Oui, tout à fait. Passons maintenant à vous, Dr Ramesh Seyfarhad. Dans votre dernier article paru dans le magazine Newslooks, vous avez dit, je vous cite, « Pour sortir de l'impasse actuelle de la politique américaine à l'égard de l'Iran, l'administration a besoin d'une stratégie à multiples facettes qui combine la dissuasion militaire, l'engagement diplomatique avec le mouvement révolutionnaire en Iran, la pression économique sur le corps des gardiens de la révolution et le soutien aux alliés régionaux. » Fin de citation. Alors pourriez-vous nous éclairer sur ce que vous entendez par une stratégie à multiples facettes? Je crois que le principal enjeu réside dans le caractère souvent ciblé de la politique américaine à l'égard de l'Iran. Pendant une période considérable, l'idée dominante était qu'une réforme était en cours au sein du régime et que nous devions donc encourager cette tendance. En réalité, cela a renforcé la politique d'apaisement dont nous continuons à souffrir aujourd'hui,
D'autre part, la question de la menace nucléaire iranienne a souvent été au centre des débats. Toutefois, nous constatons désormais que le leadership à Téhéran est engagé dans une guerre par procuration dans la région sans se soucier des conséquences. Ils poursuivent leur programme d'hégémonie régionale tout en réprimant le peuple iranien, les dissidents et les manifestations internes. Il est notable que plus de 860 personnes ont été exécutées en Iran depuis le 7 octobre, un fait souvent négligé malgré le conflit persistant au Moyen-Orient. Les manifestations et les voix anti-régime en Iran sont également largement ignorées. Pour élaborer une politique solide envers l'Iran, il est impératif de se concentrer sur la volonté du peuple iranien qui aspire à un changement de régime. Et cela nécessite un engagement authentique avec le mouvement de résistance iranien et les forces de résistance internes en leur fournissant un soutien politique et moral. Il est crucial de reconnaître que le peuple iranien ne cherche pas une intervention militaire étrangère ou un changement de régime imposé de l'extérieur, mais aspire à un changement qui émane de l'intérieur. Il appelle à la fin de la politique d'apaisement et attend des États-Unis qu'ils jouent un rôle plus proactif. Alors que le régime iranien continue de semer le chaos régional, il est impératif que les États-Unis restent fermes contre ce régime en soutien réel au peuple iranien dans leur quête de changement. Il est essentiel de reconnaître que le régime à Téhéran est intrinsèquement fragile et craint avant tout son propre peuple. Washington devrait donc placer cette réalité au cœur de sa politique vis-à-vis de Téhéran en faisant de la volonté du peuple iranien un élément central de ses efforts pour lutter contre la tête de serpent que représente le régime actuel. Merci Ramesh. Docteur Majid Sedikpour, poursuivons dans cette voie. Il est souvent avancé que l'agressivité de l'Iran à l'endroit des intérêts américains ne serait qu'une façade. Comme l'a souligné Ramesh, il s'agit d'un régime très fragile. Le gouvernement iranien utilise des conflits externes pour dissimuler les troubles internes et les passer sous silence. Pour d'autres, cette explication ne semble pas vraiment convaincante, étant donné le contrôle strict exercé par le régime sur sa population. Alors, pourriez-vous nous éclairer sur la stratégie et les objectifs de l'Iran dans un contexte régional qui reste assez trouble ? Le cadre stratégique de l'Iran a depuis toujours été marqué par le recours au chantage vis-à-vis des décisions politiques occidentales en semant le chaos dans la région. Malheureusement, la politique d'apaisement qui a suivi a entravé la flexibilité de la politique internationale à l'égard de l'Iran. Ce que Ramesh a caractérisé comme un régime affaibli en Iran est en réalité une observation très juste. En effet, l'Iran détient le taux d'exécution par habitant le plus élevé au monde, ce qui témoigne intrinsèquement de son instabilité régionale. Le pays est encore sous le choc du mouvement de contestation survenu en 2022. Il nécessite une force unificatrice pour pouvoir rallier son corps des gardiens de la révolution islamique. Par conséquent, les répercussions des exécutions et des persécutions contre le peuple iranien depuis le 7 octobre et leur intensification révèlent cette même fragilité, soit notre jour. À mon sens, la politique internationale devrait accorder du crédit aux désirs et aux aspirations du peuple iranien en reconnaissant la nécessité d'un changement de régime. Contrairement à de nombreux autres pays de la région, le peuple iranien souhaite non seulement un changement de comportement de son gouvernement, mais également un changement de régime complet. Merci, docteur. Ramesh, comme l'a évoqué Georges tout à l'heure, on constate qu'il y a eu sous les administrations Trump et Biden deux orientations très distinctes en matière de politique à l'égard de l'Iran. Deux approches fondamentalement différentes dans la conduite de nos relations bilatérales. Quel est votre point de vue sur ces disparités ? À votre avis, laquelle de ces deux approches a-t-elle le mieux servi les intérêts américains et ceux de nos alliés dans la région, sans oublier la population iranienne ?
Oui, je considère qu'il s'agit d'une question cruciale. Sous l'administration Trump, une politique rigoureuse était mise en place concernant les activités régionales de l'Iran ainsi que ses activités nucléaires, avec une application stricte des sanctions visant à exercer une pression sur le CGRI et les hauts échelons du régime. Cependant, les droits de l'homme étaient relégués au second plan et l'attention portée à la voix du peuple iranien réclamant un changement de régime était notablement absente. En revanche, sous l'administration Biden, il semble qu'il y ait une réticence à appliquer pleinement les sanctions déjà en place. De plus, les portes semblent rester ouvertes aux négociations et à la politique d'apaisement, ce qui, d'une certaine manière, pourrait indirectement encourager le régime iranien à utiliser la diplomatie des otages pour servir ses propres intérêts au détriment des citoyens américains. Il est impératif de développer une politique globale et cohérente pour progresser dans cette situation. Le temps est compté face à la menace que représente le régime iranien dans la région, mais le temps joue également contre ce même régime. Merci Ramesh. Récemment, le New York Times a abordé cette question dans un article intitulé « L'Iran et les États-Unis ont tenu des pourparlers secrets sur les attaques par procuration et le cessez-le-feu ». Je vous propose d'examiner plus en détail cet article. Sous le titre, l'Iran et les États-Unis ont mené des négociations secrètes concernant des attaques par procuration et un cessez-le-feu. Le New York Times a publié un article signé par Farnaz Fassihi et Eric Schmidt. L'article expose que des pourparlers secrets ont eu lieu à Oman en janvier entre les deux pays, portant notamment sur la menace croissante que représentent les Houthis au Yémen pour la navigation dans la mer Rouge, ainsi que sur les attaques contre des bases américaines par des milices soutenues par l'Iran et l'Irak. L'article détaille que ces pourparlers se sont déroulés le 10 janvier à Masqat, la capitale omanaise, où des délégations iraniennes et américaines ont échangé des messages à travers des canaux diplomatiques. Concernant les objectifs de chaque partie lors de ces discussions, il est souligné que Washington a exhorté à Téhéran à restreindre ses agents à mettre fin aux attaques des Houthis dans la mer Rouge et à cesser de cibler les bases américaines en Irak et en Syrie. En contrepartie, l'Iran souhaitait que l'administration Biden œuvre en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Cependant, aucun accord n'a été conclu et quelques heures après le départ de M. Brett McGurk de la réunion avec les Iraniens, les États-Unis ont mené des frappes militaires le 11 janvier contre plusieurs cibles Houthis au Yémen. L'article rapporte les propos d'un haut responsable américain affirmant que la participation des États-Unis aux pourparlers visait à démontrer leur volonté de maintenir le dialogue, même en période de tension croissante, tout en signalant que l'option militaire reste envisageable si le dialogue s'avère infructueux. En conclusion, l'article indique que les États-Unis et l'Iran ont pris des mesures en février dernier pour éviter un conflit direct, les forces américaines évitant de diriger des frappes directes contre l'Iran en réponse aux attaques, tandis que l'Iran persuadait ses milices en Irak et en Syrie de cesser les attaques contre les bases américaines, évitant ainsi des pertes humaines américaines. Suite à cet article du New York Times évoquant les frappes américaines contre des cibles Houthis au Yémen, quelques heures seulement après la rencontre entre l'envoyé de Biden au Moyen-Orient et des responsables iraniens, les opinions sont partagées. Certains considèrent que ces pourparlers constituent une forme de reconnaissance tacite de ces attaques par procuration et ils suggèrent qu'une réponse plus directe serait préférable à une approche diplomatique, une option qui semble être plus en ligne avec votre point de vue, Dr Majid, n'est-ce pas? Il est indéniable que de telles négociations servent de feu vert au régime en place, tandis que malheureusement, ils ont l'effet inverse sur le peuple iranien. En d'autres termes, engager des pourparlers avec un régime prédateur en Iran exerce une pression supplémentaire sur les jeunes hommes et femmes qui luttent pour mettre fin à ce régime.
Plutôt que de considérer une agression ou une intervention militaire en Iran, le comité international et ses négociations devraient reconnaître que l'agresseur réside à l'intérieur du pays. Le rôle de la communauté internationale devrait être de soutenir moralement et politiquement, comme cela a été le cas avec le Congrès des États-Unis, la volonté et le désir du peuple iranien d'un changement démocratique pour contrer cet agresseur à l'image des Ukrainiens. Ces négociations avec les agresseurs prédateurs vont à l'encontre des souhaits et des aspirations du peuple iranien. Et malheureusement, ils compromettent également la sécurité à long terme du monde libre. George, lors du récent sommet avec son homologue algérien, le président iranien a mis en cause les États-Unis et la Grande-Bretagne, leur reprochant d'avoir contribué à l'escalade de ces conflits. Cette déclaration intervient dans un contexte de renforcement des liens entre l'Iran et l'Algérie. Alors j'aimerais qu'on clarifie la dynamique de cette alliance qui semble prendre une nouvelle dimension. Well, I think it's very revealing because if you look at who Iran's allies are, je considère que c'est extrêmement révélateur, car en examinant les alliés de l'Iran, on constate qu'il s'agit principalement d'acteurs internationaux peu recommandables. Ce sont des individus impliqués dans des activités terroristes et criminelles, commettant des actes indicibles, y compris à l'encontre de leurs propres concitoyens arabes et musulmans. Cette observation suggère que l'Algérie ne semble pas s'engager dans une voie constructive, mais plutôt qu'elle se positionne parmi ces acteurs internationaux peu scrupuleux. Heureusement, il existe des acteurs plus responsables tels que le Maroc qui adoptent des comportements visant à promouvoir la paix et la stabilité. Nous devrions soutenir ce genre d'acteurs, car ce sont eux qui représentent la voix de la raison dans la région. Leur importance ne doit en aucun cas être minimisée, mais au contraire renforcée. Il est également de notre devoir, en tant qu'Américains, d'aider ceux au sein de la nation iranienne qui cherchent à restaurer les valeurs et les intérêts de leur pays, car l'Iran a jadis joué un rôle honorable dans la région. Il est crucial de soutenir ceux qui aspirent à récupérer cet héritage et à le restaurer pour le bien de leur peuple. Revenons vers vous, docteur Ramesh. Étant donné l'influence négative de l'Iran et de ses mandataires qui perturbent la circulation dans le détroit de Bab el-Mandab, pensez-vous que cet axe Alger-Téhéran s'inscrit dans une stratégie visant à étendre le désordre en Méditerranée en direction de l'Europe occidentale, du Maroc et d'autres régions? Quelle est l'intention de l'Iran derrière une telle alliance? Cela réaffirme vraiment ce que j'ai exprimé tout à l'heure. La tête du serpent se trouve à Téhéran. Et tant que nous adopterons une politique de complaisance à l'égard de l'Iran, nous continuerons à observer un accroissement des activités de la part du régime iranien cherchant à exploiter la politique régionale à son avantage. Pour véritablement mettre fin à l'influence iranienne au Moyen-Orient, nous devons instaurer un environnement propice dans lequel le peuple iranien puisse exprimer ses choix et sa volonté de changer le régime de Téhéran. Un environnement où la dictature, qu'elle soit exercée par les mollahs ou par le Shah, n'ait pas de place, où les atrocités motivées par la religion, les persécutions des femmes en raison de leur choix vestimentaire, les discriminations ethniques et nationales à l'encontre de différentes communautés iraniennes sont éradiquées. Moins que des solutions concrètes ne soient trouvées à Téhéran, nous assisterons à la perpétuation de telles activités de la part du régime iranien. Il est donc important de noter que le régime iranien est actuellement en mode survie. Sa faiblesse intrinsèque est manifeste et il est conscient de son absence de perspective d'avenir. Les luttes internes pour la succession de Khamenei témoignent de ces tensions au sein même du régime. Personne ne peut prédire qui dirigera le pays en tant que chef suprême après sa disparition. Ainsi, le régime est en proie à des conflits internes et des luttes entre factions. Les manifestations qui se déroulent dans les rues témoignent de la clarté d'esprit du peuple iranien quant à ses aspirations pour l'avenir du pays. Les slogans réclamant le retrait de l'Iran de Gaza, du Liban, de la Syrie et l'appel à une attention accrue portée à leurs propres besoins mettent en lumière les désirs du peuple iranien. Ces protestations
reflète la volonté du peuple iranien de définir son propre avenir en opposition aux politiques expansionnistes du régime. Merci, Dr Ramesh. Dr Majid, nous avons observé, comme l'a souligné Ramesh, 860 exécutions en 2023, une année qui a marqué un pic sur une période de 8 ans. Malgré les troubles qui ont secoué plusieurs régions du pays, il semble difficile de voir émerger un mouvement significatif de l'ampleur de la révolte verte incarnée par un leader comme Mir Hossein Mousavi en 2009. C'est un défi auquel nous sommes confrontés, mais nous n'avons pas encore trouvé de solution pour le surmonter. Alors, selon les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, quelles sont les solutions envisagées pour aider ces individus à mettre fin aux exécutions et à instaurer un semblant de paix et de stabilité en Iran ? Regrettablement, l'attitude d'apaisement ou plutôt l'accommodement occidental envers les ayatollahs, comme cela a été mentionné il y a quelques instants, en est un exemple patent. La justice a récemment publié un rapport mettant en évidence une augmentation de 43% des exécutions cette année par rapport à l'année précédente. Il est estimé que plus de 500 personnes ont été exécutées depuis le 7 octobre. Comme l'a souligné Ramesh, cela reflète un régime extrêmement fragile cherchant à maintenir son emprise coûte que coûte. Nous avons abordé la nécessité d'assumer ses responsabilités, un aspect qui a malheureusement fait défaut sur la scène internationale. Les États-Unis doivent montrer l'exemple, comme l'a clairement exprimé le Congrès américain à plusieurs reprises, notamment dans ses résolutions exigeant que le régime iranien rende des comptes pour le massacre du peuple iranien, notamment celui de 1988. Récemment, l'ONU a également publié un rapport appelant à des mesures de responsabilité pour les meurtres de manifestants depuis 2022, qualifiant ces actes de crimes potentiels contre l'humanité. Il est impératif que l'administration actuelle et celle qui lui succédera fassent en sorte que les États-Unis prennent la tête dans ce domaine, car cela confirme véritablement le sort du peuple iranien et son désir de changement de régime. Merci, Dr Majid. Nous allons maintenant faire une courte pause avant de poursuivre notre discussion sur ce sujet, ainsi que d'autres, en compagnie de nos invités. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Les élections présidentielles américaines sont toujours scrutées à travers le monde. Elles ont un impact non seulement sur la politique étrangère des États-Unis, mais aussi sur les relations internationales impliquant des acteurs majeurs tels que la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. La situation en Iran présente une complexité particulière. En cas de retour de l'ancien président Donald Trump, l'Iran pourrait être confronté à un dilemme critique, se conformer aux lois internationales ou affronter les États-Unis et leur supériorité militaire. Alors revenons à notre discussion avec le Dr Majid Sadiqpour et le Dr Ramesh Sepirahart, sans oublier notre chroniqueur George Landrit. Comme annoncé la semaine dernière, les prochaines élections présidentielles marquent un moment historique. Elles mettront en compétition le président en exercice avec un ancien président s'ils réussissent à surmonter avec succès le processus de nomination. George, comment analysez-vous cette confrontation politique historique et sans précédent attendue dans les prochains mois aux États-Unis? Écoutez, je trouve cette réponse très pertinente. Souvent, la politique est une réaction à nos expériences personnelles. Et je dirais que le citoyen américain, si vous lui aviez posé la question il y a 3 ans, aurait probablement répondu qu'il n'était pas prêt à donner une seconde chance à Donald Trump à la Maison-Blanche. Si nous observons même les sondages républicains de l'époque, nous constatons que de nombreux autres candidats étaient en tête. Cependant, cela a changé. J'ai le sentiment que les échecs de l'administration Biden ont amené les gens à conclure que même s'ils n'apprécient pas toujours le comportement de Trump sur les réseaux sociaux ou ses déclarations, ce qui compte vraiment, c'est la direction dans laquelle il dirigeait le pays. Et cela est devenu plus important. Un exemple que je pourrais donner est celui d'un grave problème de plomberie dans votre maison, où les eaux usées remontent et où tout est en désordre.
Et vous avez le choix entre deux plombiers. L'un est compétent mais parfois désagréable, tandis que l'autre n'a aucune idée de ce qu'il fait et risque d'aggraver la situation. Dans une telle situation, tout propriétaire responsable fait appel à un plombier qualifié. Je pense que c'est ce qui se passe avec Donald Trump. Il est devenu évident pour beaucoup de gens qu'il était la solution la plus apte. Je m'attends donc à ce que son soutien se renforce. Non pas tant parce que tout le monde aime sa personnalité, mais parce que les gens sont fatigués des problèmes économiques, internationaux, stratégiques et de sécurité nationale causés par un leadership faible et irresponsable. Dr Ramesh, selon les derniers sondages, suite à son discours très bien accueilli sur l'état de l'Union, Joe Biden bénéficie d'une légère avance sur Donald Trump. Bien sûr, ces sondages ne sont qu'un instantané de la popularité de chaque candidat, mais cette montée en popularité de Joe Biden peut-elle être perçue comme une bonne nouvelle pour le régime de Téhéran, un régime qui ne souhaite probablement pas le retour du président Trump à la Maison-Blanche? I actually think it's not wise for us to think about U.S. policy in terms of partisan politics, because when it comes to the national En réalité, il n'est pas judicieux pour nous de considérer notre politique en termes de parti pris politique. Lorsqu'il s'agit de sécurité nationale des États-Unis, de la menace posée par le régime iranien et des principes fondamentaux des États-Unis en tant que nation unie qui défend et respecte les droits de l'homme, la démocratie et la liberté d'expression, il est crucial de réfléchir aux politiques qui ont été efficaces et à celles qui ne l'ont pas été. Il est essentiel de comprendre les enjeux et de déterminer la voie à suivre qui aligne véritablement nos intérêts avec ceux des États-Unis en garantissant la sécurité nationale ainsi que la stabilité régionale et la paix au Moyen-Orient. En examinant toutes les perspectives, il est clair qu'un changement de régime en Iran est la seule solution viable. Nous devrions véritablement nous appuyer sur le mouvement de résistance organisée qui œuvre quotidiennement à l'intérieur du pays. Cette résistance possède les compétences organisationnelles, la capacité et la détermination nécessaires pour susciter un soulèvement et renverser ce régime. Cela devrait être au cœur de toute analyse ou considération politique à l'approche des élections. Docteur Majid, il semble que le régime iranien mise sur une victoire du président Biden. Vous pourriez ne pas être d'accord avec cette hypothèse, mais j'aimerais connaître votre point de vue concernant les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, pourparlers qui pourraient conduire à des accords, répondre aux objectifs nucléaires et de sécurité pour Téhéran et Joe Biden dans la région. Alors, comment envisagez-vous l'évolution de cette situation dans les mois à venir? Nous sommes conscients que le régime iranien mise sur l'inaction de l'Occident à son égard. Je ne fais pas référence spécifiquement à une action militaire, mais plutôt à la cessation des politiques d'apaisement et à l'application des sanctions mentionnées par Ramesh précédemment. Le régime iranien parie sur le fait que la communauté internationale ne s'engagera pas dans de telles actions. Ces discussions en coulisses, qu'elles soient secrètes ou ouvertes avec le régime, devraient être encadrées de la manière suivante. Le régime iranien est-il un partenaire valable ou un ennemi? Son comportement envers le peuple iranien, comme nous l'avons illustré précédemment, ainsi que son comportement envers ses voisins et la communauté internationale, montrent qu'il est un ennemi persistant. En revanche, le comportement du peuple iranien montre qu'il souhaite la disparition complète de ce régime. Le peuple iranien est déterminé à voir ce régime disparaître et l'obstacle principal à cela est la politique d'apaisement. Le peuple iranien n'a pas besoin d'argent ni d'armes, mais il a besoin que sa situation critique soit reconnue dans sa quête de changement de régime. Docteur Ramesh, le retour potentiel de l'ancien président Trump pourrait-il accélérer la chute éventuelle du régime des mollahs en Iran? Si oui, pourquoi ou comment cela pourrait-il se produire après ces élections de novembre prochain?
Je considère que cette question relève de politique. Tout dépendra de la politique que nous adopterons pour demander des comptes au régime iranien, pour tenir le corps des gardiens de la révolution islamique responsables, pour amener nos alliés européens à la table afin qu'ils puissent jouer leur rôle et pour tenir également le régime iranien et le CGRI responsables des crimes contre l'humanité et des activités terroristes. Comme je l'ai mentionné précédemment, je pense que c'est une question de politique qui permettrait véritablement de faire entendre la voix du changement en Iran et de reconnaître le droit du peuple iranien à renverser ce régime. Le reste appartient au peuple iranien. Je tiens également à souligner que d'après les informations que je reçois d'Iran, l'engagement du peuple iranien à changer ce régime demeure intact. Peu importe qui sera à la Maison-Blanche, l'objectif est d'éliminer tout obstacle sur leur chemin. Lorsque nous parlons de mettre fin à la politique d'apaisement, cela signifie éliminer les obstacles, fermer la porte à ce régime et ouvrir la porte au peuple iranien. Je pense donc que cela devrait être le message clair pour toute personne prenant ses fonctions à la Maison-Blanche après les élections de novembre. Docteur Majid, passons maintenant à un autre sujet et parlons de l'influence de l'Iran à Gaza et dans le reste de la Palestine à travers le Hezbollah. Alors, compte tenu des récentes tensions à la frontière israélo-libanaise, si de telles prédictions se réalisent, c'est-à-dire plus de tensions et plus de déséquilibres dans cette région, pensez-vous qu'une implication directe de l'Iran dans un conflit généralisé réduirait à néant tous les efforts diplomatiques de l'administration Biden pour limiter justement cette influence iranienne? Et cela pourrait-il avoir un impact sur les résultats des prochaines élections présidentielles aux États-Unis? Vous avez souligné au début le fait que le régime a utilisé ses mandataires dans la région pour se distancer et tenter de se protéger de troubles en Iran. Nous constatons ces derniers mois, depuis le 7 octobre, avec certitude, que le régime n'est même plus capable de maintenir la façade d'un déni plausible et soutient activement l'agression dans la région. En raison de sa faiblesse croissante à l'intérieur des frontières iraniennes, il est probable que l'agression du régime continue de s'intensifier car son conflit avec le peuple iranien atteint son paroxysme. Tant que cela perdurera, la violence en dehors de l'Iran persistera, dans le but de faire pression sur la communauté internationale et de la pousser à l'inaction. C'est précisément pourquoi il est crucial de mettre fin à ces discussions en coulisses et de soutenir ouvertement le peuple iranien et sa résistance, comme le Congrès l'a mentionné dans des résolutions répétées. Je souligne cela car il est essentiel d'être clair et concis envers le peuple iranien et ses aspirations démocratiques. Cela doit être un message politique et moral, pas nécessairement une intervention monétaire ou militaire. Docteur Ramesh, il est difficile d'accepter pleinement l'idée selon laquelle le président Trump intensifierait une confrontation directe avec l'Iran. Il semble que les deux administrations sont très réticentes à s'impliquer dans tout autre type d'intervention internationale, comme en Irak ou en Afghanistan, après le retrait des troupes américaines de ces deux pays. Alors, pensez-vous que la population américaine est prête à accepter une nouvelle guerre? Sinon, quelle est la voie à suivre au cours des 6 prochains mois de campagne présidentielle? Et dans l'année qui suivra avec la nouvelle administration, quelle qu'elle soit? I think the path forward should be no talks and no appeasement. Je crois que la voie à suivre ne devrait ni impliquer des pourparlers ni se baser sur l'apaisement. La voie à suivre consiste à soutenir le peuple iranien dans ses manifestations dans les rues. Il s'agit de suivre l'exemple des femmes iraniennes qui ne réclament plus simplement une vie de femme mais revendiquent la résistance et la liberté. C'est là où réside la voie à suivre pour définir une politique efficace à l'égard de l'Iran. Nous devons vraiment comprendre le message qui émane de l'intérieur de ce pays. Ainsi, limiter nos options à une intervention militaire qui ne trouve aucun soutien auprès du public américain ou à la poursuite de l'apaisement envers ce régime représente un danger.
Il est également inapproprié de continuer à envisager une option militaire comme solution, en se fondant sur nos expériences passées en Irak et en Afghanistan. Le public américain ne semble pas prêt à s'engager dans une nouvelle guerre. Cependant, je pense que c'est là que réside le problème. La perspective que nous avons de l'Iran n'est pas la bonne. L'Iran ne peut pas être comparé à l'Irak, ni à l'Afghanistan ou encore à la Syrie. L'Iran possède un mouvement de résistance puissant, avec des unités actives à l'intérieur du pays. La population est agitée et se bat avec détermination. Hommes, femmes et enfants descendant dans les rues pour protester contre ce régime. Toute politique, que ce soit pour les 6 prochains mois ou après l'élection présidentielle, doit prendre en compte tous ces éléments pour comprendre comment soutenir au mieux le message venant d'Iran, porté par le peuple iranien qui aspire à un changement de régime. How to best support the message that's coming from Iran by the people of Iran in changing this regime. Passons maintenant à une perspective plus large sur la campagne présidentielle américaine avec notre chroniqueur George Landry qui reste très attaché à son étiquette républicaine. En examinant toutes les contestations judiciaires auxquelles Donald Trump sera confronté dans les semaines et les mois à venir, notamment en Géorgie et dans l'État de New York, cela soulève la question de savoir s'il pourra surmonter tous ces obstacles et continuer à faire campagne efficacement pour transmettre son message au peuple américain. C'est une question pertinente à considérer. Ayant auparavant enseigné le droit constitutionnel et plaidé en première instance et en appel à la faculté de droit, je suis troublé par la qualité des documents que j'ai vus publiés ou déposés dans les salles d'audience. S'ils étaient soumis par l'un de mes étudiants, je serais enclin à lui donner une note d'échec, car la plupart d'entre eux manquent sérieusement de fondements juridiques et sont, pour ainsi dire, scandaleusement dénués de rigueur. Il est clair que beaucoup de ces démarches sont motivées politiquement, et nous assistons à ce phénomène se déployer progressivement. Même des jugements récents, comme celui rendu par la Cour suprême il y a peu, ont mis en lumière l'absurdité de certaines des affaires représentées, bien qu'il soit probable que ces démarches entraînent des tracas et des dépenses considérables en temps et en argent pour Trump. Je doute qu'elles aboutissent à des résultats significatifs. En somme, je prévois qu'elles se dissiperont progressivement, faute de fondements solides et de crédibilité juridique suffisante. Je vous propose maintenant de faire un tour dans les rues de Washington pour recueillir les opinions de quelques-uns de nos concitoyens afin de connaître leurs préférences entre l'ancien président et l'actuel locataire de la Maison-Blanche ou d'autres candidats potentiels. Écoutons-les. Mon point de vue sur l'élection, je considère que le candidat qui incarne véritablement mes valeurs ainsi que les valeurs fondamentales américaines en ce qui concerne notre façon de vivre dans une démocratie, en tant que société composée d'une diversité de cultures, d'origine ethnique, mériterait mon soutien lors de cet événement. À mon avis, Joe Biden semble actuellement diriger le pays dans la bonne direction. J'espère qu'il remportera l'élection. Le président Joe Biden devrait sans aucun doute l'emporter. Il incarne des qualités louables et témoigne d'un véritable souci pour les citoyens. De plus, les actions de M. Trump pourraient potentiellement engendrer des problèmes et susciter des inquiétudes. Cependant, je garde espoir quant au retour de Joe Biden. On nourrit l'espoir que Donald Trump remporte l'élection. Le pays a connu une meilleure période sous sa présidence. Je pense que Biden a infligé de nombreux dommages à notre pays et les citoyens sont désirés de voir un changement. Je suis d'avis que Trump remportera l'élection car Biden a causé des dommages. Notre pays se portait mieux lorsque Trump était au pouvoir. Par exemple, nous avions nettement moins de sans-abri dans les rues à cette époque. Je soutiens Trump car il contribue à la grandeur des États-Unis. Permettez-moi maintenant de vous poser une dernière question. J'aimerais connaître votre évaluation du mandat du président Biden en dehors de sa politique à l'égard de l'Iran.
Docteur Ramesh, pourriez-vous commencer? Quant à la politique de l'administration Biden à l'égard de l'Iran, je constate que les approches mises en œuvre jusqu'à présent se sont révélées inefficaces. Le fait de parier sur la fiabilité des engagements du régime iranien s'est avéré être une erreur, étant donné ses antécédents de non-respect de ses promesses. Il est clair que les mesures actuelles ne portent pas leurs fruits et il est impératif de réévaluer la situation et d'adopter une approche plus réfléchie et efficace à l'avenir. Docteur Sadekpour, quelle est votre analyse? La stratégie des États-Unis, y compris celle de l'administration Biden, visait à encourager un changement dans le comportement du régime iranien. Toutefois, en observant les événements survenus en Iran depuis 2022, notamment les soulèvements populaires et les exécutions qui ont suivi, il est clair que le peuple iranien rejette cette approche et aspire à la disparition du régime, souhaitant l'accomplir par ses propres moyens. Merci, docteur. Terminons maintenant cette deuxième partie en nous focalisant sur la spécificité du Ramadan aux États-Unis. Participer à un authentique iftar a été pour moi un honneur profond. Entouré de mes frères marocains, j'ai été accueilli avec chaleur, amour et une générosité infinie. Dans un geste d'unité avec les téléspectateurs de Médian TV, j'ai entrepris une expérience enrichissante en vivant une journée de Ramadan. J'ai plongé dans la riche histoire du jeûne, exploré ses nombreux bienfaits et apprécié la discipline spirituelle qu'il favorise. Cultiver la patience, maîtriser ses impulsions, embrasser l'essence de notre existence collective et s'abandonner au divin, le Créateur singulier qui nous lie tous ensemble dans la foi. Notre visite à la résidence de M. Mohamed Alami, juste avant la prière du soir, m'a immergé dans la riche tapisserie des véritables traditions marocaines, qui raconte une saga d'un Maroc splendide. L'âme de ce pays, malgré les distances géographiques que ses enfants pourraient parcourir, reste gravée dans leur cœur et leur mémoire. Engagés dans des conversations éclairantes avec eux et leurs enfants, nous nous sommes réunis autour d'une table marocaine traditionnelle du Ramadan, dressée aux États-Unis. Un tableau vivant de l'héritage durable du Maroc et des liens indissolubles qu'il entretient, reliant les continents et les cultures. C'est un véritable plaisir d'être présent aujourd'hui en Virginie du Nord avec Médian TV, où nous sommes honorés de partager un iftar dans la plus pure tradition avec de merveilleux invités. Cette opportunité de partager ce moment avec vous, pour moi-même en tant que non-musulman pratiquant la foi chrétienne, est une expérience très enrichissante. Elle me permet d'approfondir ma connaissance de votre religion et de votre héritage et élargit le champ de notre vision sur ces moments de piété, de convivialité que nous cherchons à promouvoir chaque semaine dans notre émission. Réunis dans le salon de nos hôtes, Mohamed et son épouse, nous avons l'opportunité d'entendre leurs réflexions sur cette expérience ainsi que sur leur identité en tant que Marocains et Américains. Mohamed, que représente pour vous ce moment en tant qu'Américain d'origine marocaine? Je vous remercie, Marc. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Votre présence est très appréciée ici aux États-Unis. Le Ramadan est une période où les familles et les proches se retrouvent, non seulement pour le culte, mais aussi pour partager des moments précieux ensemble. Effectivement, le Ramadan est un mois dédié au culte. Par ailleurs, nous nous assurons que toute la famille se retrouve le week-end afin de garder un lien fort avec nos proches. Nous exprimons notre gratitude à Dieu pour cette opportunité de réunion familiale. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis reconnaissante envers Jawhara, Mohamed
Hanan et Fatima Zahra. Je rends grâce à Dieu pour l'atmosphère chaleureuse de ce ramadan. Notre iftar est naturellement marocain, car nous restons fidèles à nos origines et à nos traditions marocaines. Ces pratiques sont profondément enracinées en nous et nous nous efforçons de les transmettre à nos enfants, que ce soit lors du ramadan, de l'Aïd al-Fitr ou de l'Aïd al-Adha. Il est primordial de préserver nos traditions, nos coutumes et notre mode de vie. Salut Marc, nous sommes ravis de vous accueillir. Nous nous engageons à maintenir une hospitalité chaleureuse. Vous remarquez que nous restons profondément ancrés dans nos traditions marocaines et dans notre identité marocaine, grâce à la diversité et à la richesse des plats et des épices que nous proposons. Nous sommes réunis ici en compagnie de nos amis qui ont été plutôt silencieux tout au long de cet iftar. Mais nous souhaitons maintenant les entendre pour qu'ils puissent s'exprimer devant nous. Nous aimerions savoir ce que représente le ramadan pour eux. Bonjour, je m'appelle Ariana. Le ramadan est un moment que j'apprécie particulièrement car il me permet de me rapprocher de Dieu. C'est un mois où je peux consacrer du temps à la prière et approfondir ma spiritualité. Dis-nous également ton nom. Bonjour, je m'appelle Lina. Lina, qu'est-ce que le ramadan représente pour toi? Cela signifie que je reçois des cadeaux et que je vais à la mosquée pour obtenir des bonbons. Cela semble divertissant. Qu'est-ce que le ramadan représente pour toi et quel est ton nom? Je m'appelle Jerry. Hi Jerry. Salut Jerry, qu'est-ce que le ramadan représente pour toi? J'apprécie donc la manière dont les gens prient. De plus, j'aime obtenir des bonbons et pouvoir prier. C'est fantastique. Et toi, quel est ton nom et quelle est ta perception du ramadan? Je m'appelle Amira et pour moi, le ramadan représente une période que j'apprécie particulièrement. J'aime prier et prendre mon iftar. De plus, pendant ce mois, je trouve que je me concentre sur des aspects différents de ma vie, comparé à d'habitude. Se concentrer sur la charité, la religion, la foi et des valeurs similaires. Exactement. Et quel est ton nom? Je m'appelle Yasmine. Que représente le ramadan pour toi? J'apprécie le ramadan et je trouve du plaisir à jeûner, car je suis de nature quelqu'un qui n'aime pas beaucoup manger. Le ramadan semble idéal pour toi, car le jeûne couvre toute la période du lever au coucher du soleil. Et toi, quel est ton nom? Nous aimerions en savoir plus sur ton expérience. Bonjour, je m'appelle Rim. J'apprécie le fait de jeûner et de prier 5 fois par jour, car cela revêt une grande importance pour moi. Je considère le ramadan comme le meilleur moment de l'année. Comment t'appelles-tu et que représente le ramadan pour toi? Bonjour, je m'appelle Ramessa et j'apprécie énormément le ramadan. Magnifique. Ramadan Mubarak à tous. Nous vous remercions d'avoir partagé cette journée exceptionnelle avec nous. Votre participation, j'en suis sûr, sera grandement appréciée par nos téléspectateurs des États-Unis au Maroc. Ramadan Mubarak. Cet épisode a été une expérience enrichissante et une belle opportunité pour moi. Je voudrais remercier mes invités, le Dr Majid Sadikpour, le Dr Ramesh Separad, notre chroniqueur Georges Landrit et notre correspondante Jihan Mansour. Un grand merci également à toute l'équipe de production sous la direction de son excellent producteur et réalisateur Mohamed Saïd Al-Wafi. Merci à vous toutes et tous pour votre attention et encore une fois, Ramadan Kareem. À très bientôt. Ramadan Kareem.